Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous, même si on s'est déjà dit plein de fois bonjour. Alors, pour que ce soit clair, parce qu'on n'était pas tous montés sur scène, c'est quand même mieux qu'on se dise qui est qui. Nathalie Fontaine, notre librairie Détour à Nailloux. Benoît Van Bezeler, qui est donc représente l'association des éditions des Hauts-de-Seine, membre de la FEDEI, des Hauts-de-France, pardon. Ça, c'est parce que je viens de la banlieue parisienne. Des Hauts-de-France. Marilyn, qui est donc Marilyn parisienne, voilà. Marilyn Duval, qui est donc des bibliothèques de Montreuil, qui viendra présenter le travail effectué par les médiathèques de Montreuil sur ce sujet-là de la bibliodiversité en bibliothèque, et Fanny Lambert, qui vient en local, comme moi, pour représenter les bibliothèques de Toulouse, chef du service. Je ne vais pas refaire la présentation. Donc voilà, vous savez qui est qui. Nous avons quoi, 1h15 devant nous pour questionner le rôle des bibliothèques vis-à-vis de la bibliodiversité, questionner même la responsabilité des bibliothèques pour répondre aux enjeux de bibliodiversité, discuter aussi, échanger sur le lien entre l'édition indépendante et la bibliodiversité. On va commencer par essayer de cerner le sujet un peu, en essayant aussi d'être complémentaire avec les excellentes interventions qui nous ont précédés, de cerner un peu le sujet, de poser quelques éléments de contexte, de voir aussi quels sont les enjeux auxquels on a à répondre quand on travaille sur ces questions de la bibliodiversité dans nos différentes professions. Et puis donc, répondre quand même à la question qui nous occupe. Ce sera quand même ça qui nous occupera plus longtemps que ces deux éléments d'introduction. Les leviers pour soutenir la bibliodiversité, quelles collaborations existent entre les milieux de l'édition indépendante et les bibliothèques, quels dispositifs sont mis en place, quels pourraient être mis en place et quelles méthodes pourraient être mises en œuvre pour améliorer cette représentation de la diversité éditoriale en bibliothèque. On va commencer par des questions un peu de définition, si on veut. Qu'est-ce qu'on appelle, pour vous, l'édition indépendante? Est-ce qu'on commence par vous, Nathalie? Déjà, je vous vois, je sais pas pourquoi, mais je vais continuer à le faire. Qu'est-ce qu'on appelle édition indépendante? Qu'est-ce qu'on appelle édition indépendante? Je vais partir de votre travail de libraire. Quand vous achetez des livres, à quel moment vous vous dites, là, j'achète de l'édition indépendante? À quel moment vous vous dites, pas forcément? Ça ne correspond Alors, pas à la définition de l'édition indépendante. ça me fait rire de démarrer par ça. J'ai exactement sous les yeux les, les interlocuteurs que j'ai eus au moment de l'ouverture des comptes de la librairie, donc ça fera bientôt 18 ans. Moi, j'avais travaillé auparavant dans une grosse structure qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Virgin. Je travaillais à Marseille. Et ensuite, j'ai été pendant 7 ans représentante dans l'édition pour un groupe qui s'appelle Harmonia Mundi, alors qui ne diffuse que des petits éditeurs indépendants. Et à ce titre-là, j'ai vu à peu près tous les types de librairies du sud-est de la France pendant 7 ans. C'était extraordinaire, ça. Et puis j'ai décidé d'ouvrir ma librairie et voilà, on commence à ouvrir des comptes. Alors les négociations avec Hachette et Interforum ont tourné court assez rapidement. Voilà, parce qu'on m'a proposé des remises absolument catastrophiques, cataclysmiques. Je me suis dit bon, on va pas beaucoup travailler ensemble, hein, voilà. Et les ouvertures de comptes chez les autres distributeurs se sont passées de manière un peu plus sereine. Et bon, j'avais tout l'historique d'avoir représenté Harmonia Mundi pendant 7 ans et un attachement réel, voire viscéral à certaines maisons d'édition, et ça se confirme. Donc cette espèce, alors pas d'invisibilisation, mais l'espèce de mépris dont ces gros groupes ont fait preuve à mon égard, et font preuve en général à l'égard des librairies de la taille de la mienne, font que on peut répondre de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne passe pas des heures à étudier leur programme, à éplucher leur programme, voilà. Et qu'on va essayer de garder le temps, un temps certain à éplucher le catalogue des autres maisons d'édition, dont on sait qu'elles ne dépendent pas de groupes qui possèdent des armes aussi, parce que dans la description qui a été faite par Monsieur Moulier tout à l'heure, dans le groupe Lagardère, il y avait quand même aussi des ventes d'armes, ça on n'en a pas beaucoup parlé, quoi. Voilà. Donc on va essayer de travailler avec des éditeurs et pour des éditeurs désarmés, parfois désarmants, voilà. Mais peut-être que c'est ça, travailler pour des éditeurs désarmants, tiens, voilà. Pas mal du tout. Vous pouvez répondre à la question, mais je vais l'enrichir un peu. On pense beaucoup quand même à l'indépendance capitalistique. Quand on parle d'édition indépendante, elle peut aussi être d'autres ordres. Et est-ce que c'est lié forcément à cette indépendance capitalistique? Elle peut être artistique, elle peut être intellectuelle, elle peut être politique.
Est-ce qu'on est forcément, on perd ces autres types d'indépendance quand on n'a plus l'indépendance capitalistique? Enfin voilà. Donc si vous voulez poursuivre, Benoît, ouais, c'est votre tour. Désolé. Je n'étais pas sûr, mais bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là. Peut-être pour commencer, en fait, je pense que je sais plus qui a dit que l'édition indépendante n'existait pas, dans le sens où on est toujours dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Il y en a, ça va être dépendant du bon vouloir des libraires, de son diffuseur ou de son banquier. Donc c'est dur effectivement avec ce postulat de départ d'imaginer une indépendance totale, mais est-ce que nous, au sein de mon association, donc l'association des Hauts-de-France, et au sein de la Fédération des éditions indépendantes, ce qu'on considère indépendance, et on essaye de l'objectiver le plus possible, mais c'est compliqué. On parlait tout à l'heure, je pense que c'est Monsieur Bollier qui parlait d'un seuil à 10 millions d'euros. On s'entend que ça concerne peu, voire pas de structures, à ma connaissance, indépendantes. Donc il y a d'un côté, je pense qu'il faut penser autonomie, donc c'est des éditeurs, c'est des éditrices, c'est des structures qui ne dépendent pas d'autres structures, dans le sens où elles n'en possèdent pas, ou elles ne sont pas possédées par une autre structure. C'est là qu'on peut déjà avoir une certaine indépendance. Mais on peut aussi considérer l'indépendance dans le choix de la ligne éditoriale. En fait, on essaye de faire rimer indépendance et liberté, où l'éditeur, la personne en charge de l'édition, du volet éditorial d'une maison d'édition, choisit non pas d'éditer un texte pour son potentiel best-seller, parce que c'est un auteur connu, mais parce qu'il y a une affinité avec le texte, il y a un travail éditorial qui est fait sur le texte. Donc là aussi, d'un point de vue artistique, comme tu le disais, Ovic, il y a ce côté-là de l'indépendance dans le choix dans le choix des créations, des artistes, et des auteurs, des autrices qui sont soutenus et avec qui travaillent les maisons d'édition indépendantes. Je me perds un peu avec la question du coup, parce que là je fais mon monologue, mais... Je vais arrêter de vous voyer. Tu es en plein dedans. Oui, on a déjeuné, enfin on a dîné ensemble hier, du coup maintenant on peut se tutoyer, on a passé cette étape-là. On va faire semblant. Mais ouais, je pense que l'indépendance, elle se définit du côté capitalistique, mais aussi dans les choix éditoriaux qui sont faits. Il y a la liberté, comme je le disais, mais il y a aussi un peu l'audace des fois de faire des voies nouvelles, des voies alternatives et des choses qui se distinguent un peu des conglomérats, on va dire. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Ça paraît. Mais bon, je suis sûr que vous allez quand même répondre à la question quand vous développerez dans vos bibliothèques tous les dispositifs que vous avez mis en place pour réfléchir à ce lien avec l'édition indépendante et donc pour la bibliodiversité. On va passer à la bibliodiversité et on va aller vite aussi pour pouvoir vraiment aller dans le cœur du sujet. Pour parler de cette définition là de la bibliodiversité, je voudrais vous lire rapidement une phrase de Françoise Benamou qui l'a définie lors d'une édition indépendante des Assises internationales une des précédentes éditions des Assises internationales de l'édition indépendante, l'économiste Françoise Benamou, spécialiste des industries culturelles. Elle dit qu'en biodiversité, la variété, c'est tout simplement le nombre des espèces, et dans le domaine du livre, donc, ce serait le nombre des titres. Elle fait donc le parallèle avec la biodiversité. Mais s'arrêter là, on voit bien que c'est évidemment très insuffisant. Le deuxième élément que met en avant la notion de biodiversité, c'est l'équilibre entre les espèces. Quand on regarde ce que ça signifie en biodiversité, on voit l'idée extrêmement simple que si vous avez plusieurs espèces, mais qu'il y en a qui ont énormément d'unités, certaines en ont très peu, celles qui ont beaucoup d'unités risquent de manger, de prendre le pas sur les autres. C'est ce qui se passe dans le domaine du livre, où on peut s'inquiéter de ce que l'emprise d'une édition un peu facile, un peu rapide, qui occupe les présentoirs dans les supermarchés, qui occupe surtout les tables des libraires, prennent le pas sur d'autres propositions qui sont plus difficiles à promouvoir. Est-ce que vous la formulez comme ça? C'est à votre tour, Nathalie. Vous la formulez comme ça? Je continue à vous voyer. Est-ce que tu te la formules comme ça, la question? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du soutien à des voies potentiellement plus fragiles que d'autres, en termes d'assises, en termes de projection sur l'avenir, pour ces maisons d'édition indépendantes? J'étais en train de repenser à ce que tu viens de dire. Tu parlais des... Non, c'était pas ce que tu viens de dire. À un moment donné, j'ai eu la vision de monceaux de livres dans des supermarchés, par exemple. Bon, voilà. Je pense qu'on voit tous à peu près ici ce que ça recoupe, en fait. Ce que c'est... Une année chassant l'autre, on voit à peu près exactement ce que sont ces livres-là.
Alors, je me souviens avoir participé l'année dernière à une journée autour de l'écologie du livre et avoir demandé à l'intervenant qui était là de préciser, de définir ce qu'était un livre. Ça paraît idiot, hein, mais je pense que le cœur, quand même, il est là. Voilà. Donc, c'est mon saut de trucs là sur des tas de machins. Ça me fait réfléchir, enfin, en tout cas, ça me fait avancer la question de personne sur rien, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, cette histoire de diversité, eh ben, elle est au cœur du travail tous les jours. Quand on reçoit les représentants, quand on réfléchit à ce qui peut se passer, à la rencontre, alors ça c'est intéressant, à la rencontre entre un livre et un client. Il arrive qu'on se dise, alors ce livre-là, il va être bien pour un tel ou un tel ou un tel. Voilà. Et quand ces livres-là arrivent, alors évidemment on les met sur les tables en se disant, monsieur machin va arriver et va dire, ah, incroyable, ce livre est fait pour moi. Oui, et nous ça fait 2 mois qu'on le sait que ce livre est fait pour... Bon. La bibliodiversité en librairie, elle repose aussi sur un truc passionnant qui est la bibliodiversité des clients. J'ai pas le nom pour ça. Ouais, la client, mais voilà, et ça c'est passionnant. Et plus les clients sont divers, plus la diversité de la clientèle est effective, et plus notre fonds va être riche. Ouais, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf, cette affaire-là, mais c'est central. C'est central. Et donc, je suis très contente quand je regarde les tables ou le fond ou les étagères. Je suis très contente de cette espèce de miroir entre les gens qui fréquentent la librairie et les livres qui leur sont présentés et offerts d'une certaine manière. Je sais que je réponds à côté, c'est exprès. Pas du tout. Non, je voudrais juste ajouter quelque chose, effectivement, sur... alors nous, en bibliothèque, nous n'avons pas des clients, nous avons des usagers, beaucoup d'usagers, et ça fait un petit peu écho à ce que vous dites sur comment l'usager, justement, peut être un levier ou pas de la bibliodiversité, parce qu'on est là aussi pour répondre à une demande qui va aussi beaucoup porter sur de l'édition qui n'est pas de l'édition indépendante, mais des best-sellers. On est là aussi pour répondre à ça. Mais justement, essayer de privilégier la diversité, la bibliodiversité, c'est aussi essayer de répondre à tous nos usagers. Et nos usagers peuvent être parfois acteurs de la construction et de l'acquisition des collections. Et on le voit quand on regarde un petit peu ce qu'ils nous proposent en termes de suggestions. Ça peut être un des leviers justement de la bibliodiversité, mais je pense qu'on y reviendra dans une autre partie. Oui, mais très rapidement. On va poursuivre d'abord effectivement sur cette question-là des contextes et des enjeux auxquels on a à répondre. La FEDEI a produit une étude socio-économique sur les grandes tendances de l'édition indépendante. Peut-être que tu peux nous livrer quelques retours sur cette étude, enfin les grandes tendances en tout cas, parce qu'elle est très riche. Je sais aussi que... Voilà, ce sera la deuxième question, pardon, première question. Alors oui, effectivement, donc tous les 2 ans se tiennent les assises nationales de l'édition indépendante. La dernière fois, c'était pas très loin d'ici, c'était à Bordeaux, au TNBA de Bordeaux, et à ce moment-là, on fait toujours une étude où on s'intéresse à un aspect spécifique. Je dis toujours, c'était la 2e édition, donc pour l'instant, 100% des éditions ont vu une étude voir le jour. Cette fois-ci, c'était sur l'aspect socio-économique, donc qui sont les maisons d'édition, qui sont les éditeurs, qui sont les éditrices, comment se composent les structures. Alors, je vais vous choquer, mais il n'y en a aucun qui sont milliardaires parmi les éditeurs indépendants de la FEDEI. La plupart, au contraire, ont des chiffres d'affaires pour 30 à 40% d'entre elles, des chiffres d'affaires, si je ne dis pas de bêtises, qui sont à moins de 100 000 euros. Et si on prend par exemple le panel que Geoffroy vous a présenté tout à l'heure sur à peu près 1200 structures donc, qui ont vendu des livres en médiathèque, c'est un panel qui est assez représentatif de l'édition indépendante, en tout cas de celle qui est inscrite dans les réseaux associatifs qu'on compose, Asso Régional, Fédération des éditions indépendantes. C'est des personnes, souvent la moyenne c'est 2 personnes qui composent une maison d'édition. Elles sont souvent toutes seules, évidemment, sur les moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est des petites structures, c'est des structures qui sont fragiles, mais quand même, il y a une certaine longévité parmi les maisons d'édition, parce que, si je dis encore une fois, là, c'est de mémoire, je crois 60% des maisons d'édition ont plus de 10 ans, et je crois que c'est 30% qui ont plus de 15 ans. Donc c'est quand même...
Voilà, ça tient la route, ces histoires-là. En termes de biodiversité, moi j'aime bien le parallèle qui est effectué parce que effectivement, peut-être que la maison d'édition indépendante va être, l'édition indépendante va être une espèce en voie de disparition prochainement, comme le disait Monsieur Mollier. Pourquoi on aura l'occasion d'y revenir, j'y pense au fur et à mesure de la table ronde, mais c'est vrai que parmi les voix qui émergent de l'édition indépendante, et là je fais une globalisation, on s'entend que je ne peux pas résumer 1200 lignes éditoriales d'un coup, mais parmi ces structures-là émergent tout de même des voix qui sont peut-être pas aussi populaires dans les grands groupes qu'elles ne le sont dans l'édition indépendante. Donc moins d'éditions indépendantes, c'est moins de ces voix marginalisées, moins de ces voix minoritaires ou minorées, mais qui ont des choses très pertinentes à dire sur nous et sur les autres. J'ai répondu ou pas? On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous interroger, au-delà des achats, au-delà de tous les chiffres hyper intéressants et du coup qui permettent d'objectiver la situation que vient de livrer Geoffroy Pelletier, au-delà du nombre de titres finalement vendus, quelle est la réalité du lien entre édition indépendante et bibliothèque? Si on met de côté cette question-là des achats de livres, toutes les autres actions de valorisation, de promotion, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait exister, comment vous travaillez? Commençons par Montreuil. Bonjour. Alors à Montreuil, voilà, l'action culturelle prévaut. Alors c'est pas qu'on n'achète pas de livres ou de documents, mais l'action culturelle fait partie de notre ADN et on a une action culturelle foisonnante dans laquelle la biodiversité nous importe et on a vraiment à cœur de valoriser les maisons indépendantes, les librairies indépendantes, les petits et moyens éditeurs. Avec plusieurs leviers qui sont, je suis pas sûre de vous donner des choses très innovantes, mais en tout cas c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on met en place. Par exemple, on a un festival de littérature contemporaine qui s'appelle Hors Limite, qui se situe sur toutes les bibliothèques du 93 et la programmation est faite avec les équipes des bibliothèques et avec l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis. Et on a à cœur à Montreuil d'inviter des auteurices qui publient dans des maisons d'édition indépendantes comme Marchiali. Je me suis noté des choses. L'Iconoclaste, le Tripode. Voilà, on a reçu par exemple Valérie Manteau la semaine dernière. Voilà, donc ça fait partie d'un levier assez basique somme toute, mais auquel on fait attention. D'un point de vue des librairies indépendantes, on a beaucoup de librairies à Montreuil, beaucoup de librairies indépendantes et les marchés publics sont aussi un levier pour acquérir dans ces librairies-là. Alors évidemment en toute transparence et en respect des lois du marché public, mais voilà, il y a un lot qui est attribué aux librairies indépendantes du territoire. Qui sont assez nombreuses et donc on essaie d'avoir un lot équitable sur ces... C'est la dénomination du lot, il n'y a pas de moyen détourné par lequel on va acheter chez des éditeurs indépendants, non, c'est bien la façon dont il est composé. Tout à fait. Voilà, et puis évidemment en termes d'action culturelle, c'est plutôt une question de formation des collègues. Donc la politique d'acquisition, on a demandé les chiffres de la SOFIA. Donc n'hésitez pas à les demander parce que c'était plutôt mieux disant pour nous. Alors j'ai pas les chiffres en tête là, mais nous on avait l'impression d'être un peu mauvais élèves et en réalité les chiffres nous ont permis d'objectiver les choses et de voir qu'on n'est pas complètement en dehors des acquisitions sur les petites maisons d'édition. Et donc on a mis en place un groupe de travail, un groupe de politique documentaire autour de comment on formalise la mise en œuvre d'une meilleure acquisition de petites et moyennes éditions. Donc c'est un work in progress, on est en cours, mais c'est vraiment quelque chose qui nous anime et sur lesquels on va travailler et formaliser les choses.
Vous le savez, formaliser, réfléchir, ça prend du temps. Et nous, donc on est beaucoup sur l'action culturelle et on a aussi un petit volet de formation des collègues justement autour de l'édition indépendante. L'offre du CNFPT, en tout cas en Île-de-France, est de plus en plus maigre et pauvre sur la question de la politique documentaire, comme si nous étions tous parfaitement des bébés de Bertrand Calange, mais bref, voilà, il y a toujours des nouveaux bibliothécaires et on a toujours besoin de se former sur ces questions-là. Dis-moi si je parle trop. Pas du tout, tu peux poursuivre un peu, je comprends très bien que là, c'est le moment où on livre quand même les expériences qui sont menées dans les bibliothèques, donc c'est le moment où tu peux, mais rassure-toi, on va pouvoir continuer à aborder la question après. On ne passera pas à autre chose sur la suite. Donc, mais vas-y, je t'en prie, poursuis. Et donc voilà, le fait que le CNFPT ne propose pas complètement d'ouvrir nos perspectives sur la question des petits et moyens et des petits éditeurs, pardon. Eh bien, on a tout un volet de formation, de rencontres à la bibliothèque pour les collègues, qu'on ouvre aussi aux collègues du réseau. Alors on a la chance à Montreuil d'avoir plusieurs maisons d'édition indépendantes, comme la Ville Brûle, comme les Fourmis Rouges. Voilà, donc des maisons d'édition qui sont quand même plutôt connues, mais qui sont aussi engagées. La librairie Libertalia est à Montreuil. Donc voilà, on a aussi un vivier qui nous permet d'accueillir ces personnes-là et donc de nourrir nos réflexions, de donner à voir ces maisons d'édition et puis de les avoir dans nos collections tout simplement. Voilà. Je reparlerai peut-être un peu plus tard de la représentation, de la représentativité. Oui, très bien. Dans les collections, tu veux dire, c'est ça? Oh, oui, c'est ça. Juste une autre question sur l'expérience à Montreuil. À quel moment vous vous êtes lancé dans ce projet-là de formalisation? Je parle de la politique documentaire, mais bon, au-delà de cette question précisément. Et du coup, derrière ce moment où vous vous êtes lancé, à quel moment vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus? Est-ce que ça fait plusieurs années? Est-ce que c'est très récent? Pourquoi? À quel moment? Enfin, je veux dire, oui. À quel moment vous êtes décilé et vous vous êtes dit, il se passe quelque chose qu'on pourrait mieux. Les deux, mon capitaine. En réalité, on l'a vu avec Monsieur Mollier tout à l'heure. Il y a quand même une concentration des médias qui existe depuis longtemps, mais qui se densifie et qui problématise nos acquisitions. L'arrivée de Arnaud Lemapian en 2021 notre directeur a aussi permis une volonté de formaliser les choses. Et c'est à ce moment-là que on a vraiment eu envie de formaliser. Les choses se mettent en place tout doucement puisque le groupe de travail existe depuis janvier et qui ne s'est vu qu'une fois. Mais on est vraiment depuis dans une nouvelle réflexion, une ouverture et on prête très attention en tant qu'acquéreur à ce qu'on achète aux petites et moyens éditions, que ce soit en jeunesse ou en adulte, et du côté des revues aussi. Enfin voilà, on essaye d'avoir vraiment une vision plutôt globale. Donc tu l'as à peine mentionné au départ, mais je suppose que ce qui a aussi inspiré cette mise en œuvre d'une politique différente sur le développement des collections, sur la représentation de l'édition indépendante, une meilleure représentation de l'édition indépendante, c'est aussi le contexte de mouvements de concentration de plus en plus forts et d'une offensive réactionnaire dans ces maisons d'édition, et donc une censure sur la liberté éditoriale, voilà. Et donc c'est aussi un acte de résistance de représenter l'édition indépendante par rapport à cette situation. Je n'aurais pas mieux dit. Oui, quelque part, c'est un acte de résistance. On essaye de résister, de montrer, tout comme les libraires, de donner à voir autre chose. Bien sûr, on donne à voir une pluralité, un pluralisme. C'est dans nos missions. Donc on poursuit ça comme un acte de résistance encore plus aujourd'hui. Et on ne va pas vers le mieux, vraisemblablement, vu ce que dit Monsieur Mollier.
Alors, Fanny Lambert, elle aussi représente d'un point de vue qui va être très complémentaire de celui que tu partages, Marilyn Duval, du côté de Montreuil, sur le travail fait autour de la politique documentaire et le point de vue très spécifique, et donc sur la représentation de la biodiversité en bibliothèque, dans les bibliothèques de Toulouse, et du point de vue spécifique du travail patrimonial, enfin, d'un établissement patrimonial. Voilà, est-ce que tu veux bien partager ce contexte particulier et la façon dont est prise cette question de la biodiversité? Pardon, ma question est longue, j'ai fini. Oui, donc effectivement, nous aussi, on est actuellement dans une grande réflexion sur notre politique documentaire dans tous ces aspects, puisque nous avons ces deux missions de lecture publique et de patrimoine. Et donc, à la bibliothèque municipale de Toulouse, comme le rappelait Charlotte en introduction, on s'est engagé dans une vaste démarche de transformation de nos établissements, dont une transformation de la politique documentaire qui met l'usager au cœur de notre réflexion et au cœur des collections. C'est pour ça que j'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure. Et dans ce cadre, nous devons aboutir en fin d'année à la rédaction d'une nouvelle charte documentaire dans laquelle nous allons interroger justement la place de la diversité culturelle dans cet outil, parce que cet outil doit permettre, au-delà des initiatives et des volontés individuelles qui sont très importantes à la bibliothèque de Toulouse, nous l'avons vu dans les médiathèques, c'est 16% de nos acquisitions qui sont des acquisitions d'éditions indépendantes, et on voit déjà donc que nos collègues acquéreurs sont très sensibilisés à cette question, c'est très bien. Et donc au-delà de ces initiatives, il faut vraiment pouvoir inscrire la diversité des collections dans une politique documentaire et dans un projet d'établissement, et ce que ça soit dans la politique d'acquisition, mais aussi dans notre politique patrimoniale et de conservation. Et donc effectivement, comment on concilie tout ça aussi avec la démarche centrée sur l'usager. Comme je disais tout à l'heure, l'usager, il demande aussi des best-sellers et des titres qui ne sont pas du tout issus de l'édition indépendante. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui existe chez nous? C'est de répondre aux suggestions d'acquisition de l'usager. Et là, on peut voir que justement, ça nourrit la biodiversité, c'est-à-dire que l'usager ne s'attend pas seulement à voir chez nous des choses très très diverses en termes de titres, en termes d'édition, mais il est demandeur aussi. En 2025, par exemple, en littérature, sur l'ensemble des suggestions d'acquisition que nous avons acquises, il y a plus de 30% qui faisaient partie, enfin qui étaient des titres d'édition de petits et moyens éditeurs. Donc ça, c'est vraiment, on voit vraiment que l'usager vient nourrir justement cette biodiversité et vient appuyer en fait la pluralité des collections et des points de vue que nous devons avoir dans nos collections en tant que service public. Aujourd'hui, il n'existe pas beaucoup d'autres, peu d'autres dispositifs de participation des usagers, mais c'est vrai qu'on s'interroge aussi justement sur pouvoir aussi travailler plus avec les usagers et les usagers professionnels du livre. On travaille comme vous sur les marchés avec des librairies, avec des libraires. On va travailler aussi beaucoup avec des éditeurs indépendants sur des volets patrimoniaux bien précis. Donc ça, je vais y revenir juste après. Mais peut-être qu'il faut institutionnaliser, formaliser plus tout ce travail qu'on peut faire avec les libraires et les éditeurs, qu'on ne fait pas forcément systématiquement, même si on a quand même des dispositifs de médiation dans lesquels interviennent ces professionnels. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point qui est aussi très spécifique chez nous, c'est la question... Quand vous parlez de travailler avec les libraires, du point de vue de la librairie, quand nous travaillons avec les médiathèques, les collectivités, soit nous recevons des commandes que nous servons, et puis on ne peut pas parler de travail en commun. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand les bibliothèques, les médiathèques viennent faire des choix sur place. Et là, on est au cœur de cette histoire de biodiversité. C'est-à-dire que je reçois une commande. Une médiathèque commande 15 exemplaires des gendarmes, du tome 1 au tome 15, des 15 exemplaires des machins et des trucs. Je sers. Je me dis que quand même l'argent public est un peu bizarrement utile. Je sers. Quand une autre médiathèque arrive et dit on a 400 € de budget, et voilà, et on aimerait faire ci et là on discute. Et là nous pouvons faire notre travail, et là les maisons d'édition représentées peuvent arriver dans les médiathèques. Mais
j'avais dit, voilà, nous savons quels sont nos outils bibliographiques, nous savons comment nous choisissons, avec quels critères, etc. Parfois, je m'interroge sur les outils dont vous avez besoin et je me demande pourquoi les choix sur place ne sont pas plus fréquents. Alors, je sais que ça prend du temps, etc., mais il me semble qu'un des leviers serait celui-là. Voilà, c'était comment on articule et comment on pense ce travail entre les bibliothèques, les médiathèques et les libraires. C'est un petit peu au cœur de la question. Et d'ailleurs, pour répondre un peu là-dessus sur une expérience précédente, nous avions un marché qui était en Île-de-France avec un libraire indépendant qui était adossé à une maison plus importante parce que le libraire ne pouvait pas répondre seul à notre marché qui était beaucoup trop important en termes budgétaires. Et ce pourquoi nous sommes allés vers ce marché, c'est parce que justement, le libraire proposait qu'on puisse venir faire des choix chez lui, donc c'était à Saint-Denis, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Dans la réalité des faits, on y est très peu allé pour des raisons effectivement de temps. Donc c'est un point qui est un peu au centre de tout, c'est-à-dire on avait cette possibilité, on l'a pas du tout assez exploitée. C'est une certitude. C'était en bibliothèque universitaire, hein, donc c'était un petit peu différent, mais voilà. Non, désolée, je me permets, mais on a le système des offices pour faire nos acquisitions, donc on a les marches avec les libraires, et ces libraires viennent nous faire leur choix et déposer pendant un mois les ouvrages qu'ils nous ont sélectionnés. Donc on ne va pas en librairie, mais les livres viennent à nous et on décide ou pas de les acheter. Voilà, c'était juste pour compléter, pardon. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique que dans les médiathèques de Toulouse, nous avons une très bonne représentativité des éditeurs locaux, des éditeurs indépendants, parce que locaux peut-être un peu moins, mais des éditeurs indépendants globalement. Sur la question des marchés, on peut aussi se dire qu'on peut être un peu inventif aussi dans notre façon de travailler avec les libraires. Notamment, nous, on a intégré dans nos marchés publics des séances de présentation faites par le libraire à destination des bibliothécaires et des publics. Et je pense que là, on a aussi quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. À la fois, bon alors c'est 2 rencontres par an, donc ça fait pas le café non plus, mais enfin c'est un lien qui est assez fort et qui est très apprécié par nos collègues que je vois dans la salle, sur des segments de collection très spécifiques, et aussi un travail conjoint autour notamment de la littérature avec le public directement. Et donc là, on a bien les 3 acteurs qui sont ensemble. Et juste parce que moi aussi, dans ce cas, moi du coup, cette question d'office, de présentation, de temps que le libraire va mettre à disposition, parce que voilà, les bibliothécaires n'ont pas de temps, mais les libraires aussi, je veux bien te demander, Nathalie, est-ce que pour toi, avoir dans un marché cette demande de présentation, de temps dédié, c'est plutôt quelque chose que tu prends positivement, et oui, c'est très facile, ou c'est super, mais ça va tirer sur la corde ailleurs? Alors, il se trouve que je ne travaille pas par marché, avec des marchés. Voilà, donc c'est super intéressant ce que je découvre là. Ça fait des années que je me dis qu'on va trouver un moment pour recevoir les bibliothèques, médiathèques avec lesquelles on travaille, aussi pour une raison très simple, c'est que ces médiathèques, bibliothèques-là se rencontrent assez peu entre elles. Voilà. Et que ça peut être aussi pour elles un temps d'échange et voilà. On pourrait proposer ça, de mettre à disposition des bibliothèques, médiathèques avec lesquelles on travaille, des sélections, on leur laisse à disposition. Alors après, on travaille avec des endroits sur 20-25 km à la ronde, donc il va falloir s'organiser un peu, mais on peut penser les deux choses. En sachant qu'une des spécificités, c'est que certaines bibliothèques nous passent des achats tous les mois, c'est-à-dire répartissent leur budget avec des achats tous les mois. D'autres font 2 achats dans l'année. Donc je ne sais pas si ces bibliothèques seraient intéressées par cette mise à disposition-là. Je crois que là, en fait, la seule manière de faire les choses correctement, c'est que nous fassions un sondage, nous, auprès des collectivités avec lesquelles on travaille. Mais c'est passionnant. À main levée, là, quelqu'un qui serait intéressé. Juste dire que justement cette question on parle de levier, mais il y a aussi parfois des freins. C'est-à-dire que la question des marchés
des fois, ça nous empêche d'acheter chez des éditeurs indépendants. Enfin, chez des éditeurs indépendants, en tout cas, certains titres qui sont à très petit tirage et à diffusion, pas chez les libraires, pas chez à peu près uniquement chez un éditeur associatif, par exemple. Nous, on le voit beaucoup sur tout ce qui concerne la région, puisque donc nous sommes, comme je disais, bibliothèque aussi à vocation patrimoniale et à vocation régionale, et donc nous sommes assez exhaustifs en ce qui concerne l'achat de titres concernant la région, donc ancienne région Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a certains titres qu'on veut acheter, mais en fait ils sont pas disponibles via le marché. Et là commence le parcours du combattant de l'acquéreur pour essayer de passer par-delà toutes les procédures administratives qu'on nous demande en administration et qui sont réelles. Et alors, on y arrive, on a cette chance-là, parce qu'on travaille bien aussi avec nos services administratifs et qui nous permettent de trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai que ça peut être très complexe quand on n'est pas dans le cadre du marché, d'acheter des livres qu'on veut pourtant acheter pour des raisons, comme je disais, à la fois de lecture publique et de conservation. Et pour cette vocation régionale-là, on le sent particulièrement. Ça, c'était un autre point qu'on parle de levier, mais on a parfois aussi des freins. Ce qui est bien, c'est que quand on a des freins, souvent, on peut trouver des leviers pour essayer de les résoudre, mais c'est vrai que des fois, on travaille quand même dans un cadre administratif très contraint. Et donc je parlais de conservation et de collection patrimoniale, et nous à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, donc qui fait partie de la Bibliothèque municipale de Toulouse, nous avons cette particularité de travailler directement aussi avec les imprimeurs. Nous sommes attributeurs du dépôt légal imprimeur. Je le cite parce qu'en termes de profondeur des collections et de collection patrimoniale, il me semble que c'est intéressant. On n'achète pas chez les éditeurs par lesquels on reçoit ce dépôt légal. En revanche, on assure une très grande variété de titres et donc un accès à l'information, au savoir qui est pluriel. Pour le coup, on les reçoit et on n'a pas le choix, il n'y a pas de sélection, on récupère absolument tout et on conserve absolument tout. Je le dis parce que je pense que c'est important pour voir qu'en fait on est une vitrine aussi de ce qui s'imprime en région et donc de ce qui s'édite, alors pas que en région et pas que indépendant, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a la lisibilité de tout. Par exemple, on est dépôt légal imprimeur de LexisNexis que Jean-Yves Mollier citait tout à l'heure comme l'un des 10 plus gros groupes, mais on va être aussi dépositaire du dépôt légal de petites maisons d'édition régionales. Donc ça, c'est très intéressant et ça me semble important dans notre rôle de diffusion des savoirs, et ça nous permet derrière, donc on parle souvent en termes de dépôt légal imprimeur de patrimoine subi, mais derrière on peut aussi faire de la médiation choisie. Voilà. Alors oui, on fait de la médiation sur ces ouvrages-là, sur ces documents-là. Et on essaye justement de mettre en valeur ce qui est moins connu du public, parce que le public a, à mon sens, moins besoin de médiation sur des choses qu'il connaît très bien. Et au niveau patrimonial, justement, on développe une politique d'acquisition et on essaye de le mettre... Moi aussi, j'ai pris des notes. On essaye sur des choses qui sont pas forcément évidentes que pour le public, à la fois de savoir qu'on les a, mais aussi à appréhender. On essaye de coupler toujours dès l'acquisition, en fait, de penser l'acquisition avec une médiation. Là, je parle d'une collection patrimoniale très précise, qui est le livre d'artistes, pour lesquels on a une politique d'acquisition qui est assez développée. Et pour le coup, pour essayer de la rendre visible, de venir en soutien à la création littéraire et artistique contemporaine là-dessus. Donc on essaye de travailler directement avec les éditeurs locaux. Donc je vais prendre un exemple très, très récent, mais qu'on fait assez régulièrement. Donc on achète assez régulièrement chez un éditeur qui s'appelle Le Grand Os, qui est un éditeur d'Occitanie. Et donc là, tout récemment, fin 2025, nous avons acheté un livre d'artiste auprès de cet éditeur, mais nous nous sommes assurés au moment de l'acheter qu'il allait pouvoir aussi venir, enfin que l'autrice allait pouvoir venir au moment des Journées du Patrimoine 2026 pour faire découvrir ce livre.
et faire découvrir la dimension littéraire et artistique qu'elle a voulu montrer, qu'elle a voulu transmettre avec ce livre. Et ça nous paraît important de ne pas être uniquement des acheteurs, mais aussi d'être des médiateurs et de pouvoir offrir justement à nos publics d'une façon un peu différente des choses vers lesquelles il ne va pas forcément naturellement. Moi, j'en ai fini, j'ai beaucoup parlé, je crois. Non, c'est très bien. Et puis à un moment, il faut avoir le temps de développer ce qu'on a à dire. On va pas se limiter à 2 minutes par personne à chaque fois. Donc c'est très bien. Je voulais t'interroger, Benoît, sur le travail produit, toujours sur évidemment cette question des leviers à activer pour resserrer les liens entre l'édition indépendante et les bibliothèques, les productions du groupe de travail interprofessionnel qui a été créé à l'initiative de la FEDEI, mais qui a réuni donc Syndicat National Librairie, la SOFIA, la BF donc et la FIL, c'est ça. C'est ça. Voilà. J'espère que je n'oublie personne. Parce que Non, sinon, je ils crois vont être vexés. ouais, Ça voilà. le fait, Bon, bah, nous excuserons, mais je crois qu'on a tout dit. Donc, vous travaillez précisément sur ces questions-là de la relation avec les bibliothèques, édition indépendante et bibliothèques. Vous avez travaillé sur ce qu'a partagé aussi Geoffroy Pelletier, donc tous les chiffres pour avoir des informations vraiment sur la situation telle qu'elle existe, sur les achats notamment. Mais il y a plein d'autres axes sur lesquels vous travaillez. On a parlé tout à l'heure des difficultés qu'on rencontre au moment administratif et réglementaire qu'on rencontre au moment des achats. Je sais qu'il y a un sujet sur la remise réglementaire des 9%, mais il y a encore d'autres sujets. Est-ce que tu veux partager ce travail? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, du coup, c'est un groupe qui est né lors de ces fameuses assises bordelaises, avec ce sentiment plus ou moins juste de se dire, mais en fait, l'édition indépendante ne pèse peu ou pas dans les acquisitions. Et donc, volonté d'objectiver, les chiffres arrivent, on voit 15, 14, 16%. Ça, c'est un peu la fin d'une première phase de ce groupe de travail. Ça fait à peu près donc 1 an qu'il est en mouvement. Là, maintenant, l'objectif, ça va être de rationaliser ces chiffres. Geoffroy l'a rappelé de façon très juste. C'est normal que beaucoup sur les 1200, 1155 maisons d'édition se sentent un peu exclus parce que oui, effectivement, 14, 15, 16%, mais une grosse disparité une grosse concentration finalement parmi les maisons d'édition indépendantes. Ce petit gâteau de 15%, finalement, il n'y en a qu'une trentaine qui mangent dedans, donc ça laisse 800 morts de faim avec 5%, donc forcément, il y a un travail à faire là-dessus sur, à partir de ce chiffre-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion et qu'est-ce qu'il faut faire, que faut-il mettre en place pour justement montrer ou pas, peut-être que c'est parce que c'est pas intéressant qu'il y a 800 maisons d'édition qui n'ont que 5%, je sais pas, ça après c'est à composer avec les lignes éditoriales de chacun et de chacune des partenaires. Mais donc après ce premier volet là sur les chiffres, il y a un deuxième volet peut-être aussi sur la communication, donc la FEDEI en rappel, en fait, elle est composée des associations régionales. Donc, mon association des Hauts-de-France, l'Asso du Grand Est, la Hérault, les éditeurs en Occitanie, sont des membres de la fédération. Et donc, notre volonté, c'est d'avoir des personnes référentes au sein de ces associations qui peuvent être à la disposition des médiathécaires, des bibliothécaires, qui peuvent venir avec un kit de communication, déployer, rencontrer les médiathécaires, leur dire voilà ce qui existe dans votre région, ce qui existe en dehors, voilà l'importance et l'intérêt de la biodiversité, qui avec aussi comme point de départ, on ne l'a peut-être pas rappelé, mais c'est la loi Robert, et cet article qui rappelle la nécessité que la bibliothèque soit un lieu où les collections sont diversifiées. Donc voilà pour un peu cette deuxième phase, un peu plus de communication, de sensibilisation auprès du grand public. Et la troisième phase qu'on va développer, qu'on essaye de développer ou qu'on ne développera pas parce qu'on n'y arrivera pas, ça va dépendre de nos partenaires, c'est de réussir à proposer des outils technologiques, techniques aux médiathécaires pour qu'ils voient et qu'ils et elles voient la part d'édition indépendante dans leurs acquisitions, dans leur panier. Donc là, on démarche Electre et les autres copains, concurrents de ces logiciels-là pour aider finalement les médiathécaires dans leurs choix. Alors on sait que les médiathécaires font des choix et que c'est les libraires aussi qui sont source de propositions, force de proposition même, on l'espère, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec le SLF, pour justement que ces outils techniques
puisse servir à ces deux parties de l'écosystème du livre. On a un travail évidemment qui se fait avec les libraires de communication, de diffusion, de distribution qui existent déjà de façon plus ou moins importante. Tout à l'heure, je pense que c'est toi, Fanny, qui parlait de la difficulté d'aller chercher un livre chez un autodiffusé, distribué, un peu perdu en haute montagne, qui imprime ses livres à la main sur des pots de chèvre. Oui, effectivement, on est conscient de cette réalité-là. Mais ça fait partie du boulot aussi de réussir à non pas intégrer dans un système rationalisé, mais réussir à donner l'information et à faciliter l'accès à ces livres plus techniques, plus loin, plus éloignés. Il nous reste 10 minutes, je crois. Donc du coup, voilà pour une partie de... C'est juste pour être sûr. Et du coup, voilà un peu... Tu fais des grands gestes en chuchotant, ça n'a aucun sens. C'est un peu ça le plan de match en bon français de ce groupe de travail-là. Donc on a fait à peu près 2-3% du travail avec la Sophia sur, sur les chiffres. Il reste encore du boulot. Nathalie. On va parler. Là, j'ai peur. Tu as partagé un certain nombre de motifs d'insatisfaction, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas sur la nature de la relation de travail avec les bibliothécaires. Est-ce qu'il y a d'autres terrains sur lesquels tu aimerais pouvoir aller avec eux? Est-ce que toi, tu as des liens avec les maisons d'édition indépendantes, avec les éditeurs indépendants, que tu voudrais pouvoir créer, finalement représenter l'édition indépendante en leur conseillant un certain nombre de titres? C'est déjà un travail essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres terrains sur lesquels tu peux aller, tu voudrais aller? Voilà. J'étais en train de réfléchir en écoutant Benoît, et en fait, ça fait le lien. Et je me dis que ça résoudrait pas mal de trucs. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'un système incroyable qui s'appelle Hoplibris. C'est peut-être le moment d'en parler. Parce que là, je fais le lien avec ce dont parlait Jean-Yves Mollier tout à l'heure en disant ces éditeurs achètent, etc. Et pourtant, ils éditent, mais ils sont énormément représentés partout grâce à des outils de diffusion, de distribution. Ils gagnent énormément d'argent sur la distribution. Hoplibris, c'est un système qui est en train de se mettre en place et je fais tous les jours des vœux et incantations et je brûle de la sauge pour que ça fonctionne, qui permettrait de squeezer un petit peu les distributeurs, je vais le dire un peu rapidement, mais c'est un peu ça, et qui permettrait d'assainir un petit peu les relations entre les libraires et les éditeurs, et du coup probablement aussi les bibliothèques et les médiathèques. Je me dis que ce système est en train d'émerger, il faudrait qu'on y soit tous attentifs. Voilà. Si ça fonctionne, et ça va fonctionner. J'ai brûlé de la sauge, on en a planté dans le jardin de la librairie un peu partout. Ça pourrait assainir, mais réellement, hein, c'est pas que la sauge, ça pourrait assainir réellement les difficultés. Voilà. Hoplibris, retenez ça. En fait, Hoplibris est un système qui est en train de se développer maintenant et qui permet de donner aux éditeurs un système un peu clé en main qui leur permette d'avoir des solutions de gestion, de paye, de contrat, de droit de traduction, de droit de diffusion, voilà, qui leur permettent de se consacrer à l'essentiel de leur travail intellectuel qui consiste à mettre sur le marché, à publier des livres qui n'existent pas. Voilà, pas encore. Bon, alors, le Crédit Coopératif est partie prenante de l'affaire. Il y a quelques éditeurs, dont Anacarsis, maison d'édition toulousaine, qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que ce système émerge. C'est un système qui rallie derrière son panache blanc des maisons d'édition évidemment indépendantes. Et c'est pour ça aussi que j'en parle là aujourd'hui. Et c'est un système qui nous permettrait, par exemple, à nous, libraires, d'aller commander chez des éditeurs les livres directement. Si vous vous souvenez de ce qu'a dit M. Mollier tout à l'heure, un éditeur qui passe par un diffuseur-distributeur laisse 55% de ses plumes. Voilà. Si moi, libraire, je commande à la maison d'édition directement, l'éditeur conserve cette part-là. C'est un système absolument révolutionnaire qui est en train d'émerger là, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, on est le 16 avril 2026. Restez à l'affût. Ouais. Je me permets de compléter là-dessus, parce que du coup, le Hoplibris, effectivement, est
soutenu, porté, coporté, ou en tout cas on est très investi à la FEDI avec Hop Libris, c'est un peu le cœur de notre action. Et je ne l'ai pas précisé dans la présentation un peu des phases à venir, mais évidemment on travaille avec l'équipe d'Hop Libris, donc avec Charles-Henri d'Anacarsis, avec Pat Kova qui est super. On travaille avec l'équipe d'Hop Libris pour justement, quand on parlait de doter les bibliothécaires, les médiathécaires d'outils, de faciliter leur vie. On est en lien très étroit avec eux et avec l'équipe d'Hop Libris pour justement trouver des solutions pratiques. Alors, avant de donner la parole au public, je veux m'assurer que je n'ai oublié aucune question importante que j'aurais dû vous poser et vous m'en voudriez terriblement après. Donc, si vous avez des choses importantes à ajouter dans vos partages d'expérience, les collègues bibliothécaires ou Benoît, est-ce que... Oui, Nathalie. Oui, mais je t'en prie. Bien sûr. Je me permets juste, je m'étais noté, et ça me paraissait important dans la question de la biodiversité, d'évoquer aussi la diversité de la représentativité. On en parlera cet après-midi avec Sarah Guélam, mais on a reçu, nous, à la bibliothèque Sarah Guélam, justement pour ces questions de représentativité. Moi, je travaille en jeunesse, donc je peux mieux parler de la jeunesse, mais on a une vraie question autour des albums et des romans où il n'y a que des enfants blancs. Donc voilà, il y a une vraie question aussi autour de la biodiversité qui est un petit pas de côté par rapport à notre propos, mais qui me semble important d'avoir en tête, et c'est le cas puisqu'il y aura Sarah Guélam. Tout à fait, un petit pas de côté qu'on va faire cet après-midi, donc on est quand même dans le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, je vous en prie. Alors, je suis Fabienne Trey, je travaille à Toulouse, dans une bibliothèque de quartier. Je suis responsable d'une section jeunesse. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça passionnant, les échanges, mais il y a plein de mots qui me manquaient, en fait, qui constituent le quotidien de notre métier. La veille documentaire, on n'en a pas du tout parlé. Ça nécessite du temps, de la curiosité. Ça nécessite aussi d'être formé, c'est-à-dire de choisir les bons outils. On sait que maintenant, on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Donc ça aussi, pour avoir et se créer des outils pertinents, ça demande aussi du temps. Tant qu'on n'a absolument plus et de moins en moins, puisque en BM, nous ne sommes pas libres, c'est-à-dire qu'on dépend d'une volonté politique. On n'en a pas du tout parlé non plus. Donc le temps, le personnel pour faire tout ce travail de fond en BM, il est primordial. On n'en a plus, et du personnel et du temps. On nous demande de faire de l'animation. Moi, je fais ce métier pour faire de la médiation, c'est-à-dire pour faire le lien entre des collections et des usagers. Alors, je trouve ça très intéressant parce que là, c'est vraiment très très à la mode. La participation, c'est très intéressant. La participation, quand on a le temps et le personnel, et qu'on a aussi le temps aussi de former quelque part, de discuter avec les usagers. Parce que par exemple, en jeunesse, moi, sur le cahier de suggestions, je vois que des demandes qui émanent d'Hachette et de Cultura. Du merchandising, en fait. C'est essentiellement ça qui est demandé en jeunesse qu'on n'a pas en bibliothèque. Donc, à fond pour la participation, ma condition, c'est comme l'inclusion, comme tous ces beaux mots, qui peut être pas d'accord avec ça. Bien sûr qu'on a tous envie de travailler les uns avec les autres. Après, il faut les conditions pour le faire de manière intelligente et que ça profite vraiment au bien commun. Donc ça, c'est de la réflexion, c'est du temps. Et la politique documentaire, on en a parlé aussi. Mais vous êtes à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, et c'est très intéressant ce travail sur la conservation. Mais dans les BM, c'est nous qui acquérons, et on veut absolument pas perdre justement ce geste-là qui est l'essentiel de notre métier quand même. De choisir des livres qui vont pouvoir créer une rencontre, comme vous le disiez, avec le public qu'on connaît qui vient par exemple en jeunesse. Je peux parler de ce que je connais surtout. Donc
tout ça, c'est arrêter de dire que l'essentiel de notre métier, le cœur de notre métier, c'est le pré-retour. Non, le cœur de notre métier, ce n'est pas le pré-retour. Le cœur de notre métier, c'est d'avoir du temps, de réfléchir, de voir comment on fait participer effectivement les usagers. C'est de se concentrer sur les publics, mais en prenant le temps d'y réfléchir correctement aussi. En jeunesse, on le fait depuis très longtemps. Je pense que c'est en jeunesse qu'on a fait le plus de travail de médiation depuis très longtemps, puisque la jeunesse, elle est née aussi du militantisme, et que c'est cette histoire-là aussi qui est à l'origine de nos métiers en jeunesse. Donc je pense que ça, on le porte de manière très forte, et qu'on est très attaché aussi aux livres, puisque la littérature de jeunesse, pendant très longtemps, et encore maintenant, c'était à la marge, c'était pas regardé comme une vraie littérature. C'était les petits livres pour les petits enfants. Oui, moi, pas de question. Mais je trouve que c'est important de dire ça. Mais bien sûr, vous avez raison. L'amorce déjà était très intéressante et on venait de se dire que la veille documentaire, on n'en avait pas parlé. Quels sont les leviers ? Bien sûr. Moi, ma question, c'est quels sont les leviers en BM, en bibliothèque de quartier, quand on dépend fortement d'une volonté politique qui ne va pas du tout dans ce sens, quels sont les leviers pour faire correctement juste notre travail, en fait ? Je peux juste rajouter, avant de laisser la parole à qui souhaite répondre dans l'audience ou sur l'estrade. Moi, ce que j'entends dans votre question et de cette question de veille documentaire, c'est aussi se dire on veut mettre en avant l'édition indépendante. C'est un vœu très louable, mais quand on voit la multiplicité des éditeurs, et alors je vais peut-être dire quelque chose que probablement tout le monde pense tout bas. Édition indépendante ne veut pas dire que tout le monde c'est la top qualité non plus. Voilà, c'est juste qu'on se le dise. Voilà, édition indépendante, ça ne veut pas dire on fait un blanc-seing. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut avoir le temps de découvrir les catalogues. Et du coup, la question, c'est quels sont les outils ou quelles sont les actions qui peuvent permettre de faire découvrir ces catalogues. Est-ce que c'est des mailings? Est-ce que c'est des vidéos? Mais est-ce qu'on a le temps de regarder des visios? Est-ce que c'est des visites en librairie? Et cette question c'est beau de se dire vive l'édition indépendante, mais comment on y accède réellement? C'est peut-être la question qui est aussi derrière. Moi, je vais répondre sans répondre. Moi, effectivement, sur la question de la veille documentaire, Marilyn l'a dit. Aujourd'hui, on a très très peu de formation à la politique documentaire, et la question de la veille documentaire en fait partie. Et non seulement on a très très peu de formation, mais je vais aussi aborder une question qu'on n'a pas encore trop abordée ici. Aujourd'hui, on n'a plus forcément de budget pour envoyer les gens en formation. Voilà. Voilà. Et donc, sur la question de l'usager de sa participation, nous ici à la Bibliothèque municipale de Toulouse aujourd'hui, on peut à la fois répondre à des demandes grand public et proposer de la bibliodiversité. Et ça, on peut le faire parce que justement, on a le budget aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que là, je vais être un petit peu, je suis un petit peu pessimiste sur la suite. Mais le premier levier de la bibliodiversité, c'est le budget. Et le budget de la culture aujourd'hui, il n'est pas forcément, il n'amène pas forcément à l'optimisme. Alors moi, j'avais une réponse un peu de libraire et pas que, par rapport à la jeunesse spécifiquement. Quand vous dites que le rayon jeunesse existe, enfin un peu à la marge, voilà. J'ai essayé d'expliquer à l'équipe, alors moi je travaille avec une collègue qui a à peu près le même âge que moi et une autre qui a 23 ans, c'est précieux. Et je lui explique que le rayon jeunesse en librairie, il y a 23-24 ans, n'existait pas. Alors Thierry Magnier, des maisons d'édition comme ça qui perdurent encore aujourd'hui, émergeaient et commençaient à publier des choses qui donnaient du grain à moudre aux ados. Et les libraires dansaient d'un pied sur l'autre en sachant pas trop quoi faire de ces trucs qui arrivaient là. Bon, alors finalement ce rayon jeunesse, il a pris corps, c'est-à-dire le rayon jeunesse, oui, petite enfance, ça on savait, mais le rayon littérature ado. Voilà, il devait bien se passer un truc dans la vie des gamins entre 12 et 18 ans, mais quoi? On ne savait pas. Bon. Et là, les éditeurs ont eu un tour d'avance sur les libraires.
Donc les libraires ont fini par faire de la place, par monter ces rayons de littérature ado. Bon. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'était il y a à peu près 25 ans, donc ça fait une génération. Maintenant, et ça fait 2 ans à peu près que ça dure, la question de la romance est arrivée. Alors, nous avons choisi, par exemple, à la librairie, de faire un rayon romance. C'est une vraie demande, et ma jeune collègue en lit beaucoup, et passe une partie de son temps à répondre aux mères. Les pères ne posent jamais ces questions-là. Les mères arrivent en courant, en disant « Ma gamine a 12 ans, voudrait lire ça, vous en pensez quoi ?» Parce que sa sœur qui en a 16 lit ça, et la cousine qui en a 14 lit ça. Bon. Avec une libraire que j'aime beaucoup qui est à Mazères, on va commencer à monter là en juin, et on fera ça l'année prochaine, quelque chose autour de la réflexion, en y associant les CDI, les bibliothèques qui voudront bien travailler avec nous, sur cette place-là de la littérature ado en librairie, puisque la portion s'est réduite, c'est-à-dire que même si les maisons d'édition continuent à publier des romans absolument passionnants, le temps de cerveau disponible des gamins est tourné vers la romance. Comment on fait ? Et comment on fait pour que ces livres-là qui existent arrivent aussi en médiathèque ? Et là, on reparle à la veille du monde. C'est Mais pour dire que tout n'est pas perdu, parce que nous réfléchissons. Une dernière question. Ah, mais allons-y. Ah, parce que oui, Moi, j'étais très rigoureux, discipliné, Oui, oui, non, mais si un chef d'orchestre nous autorise. une dernière. Alors, Geoffroy Pelletier, qui est encore avec nous en ligne, signalait que pour ceux qui auraient la chance d'aller au Salon du Livre de Paris ce week-end, il y a une présentation d'Op Libris qui sera présentée. Bonjour, Vincent de la Bibliothèque départementale de l'Ariège. Voilà, juste une petite demande de précision technique pour vous, Marilyn, à propos du marché que vous avez monté à destination des librairies indépendantes. Parce que nous, quand nos services juridiques sont très réticents à ce genre de bornage de marché. Donc si vous aviez quelques clés à partager, je pense que moi ça m'intéresserait, je pense que ça intéresserait aussi d'autres collègues. Merci. Alors, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas être en mesure de vous donner une réponse très précise, mais je peux tout à fait vous donner les coordonnées de mes collègues qui seront bien plus en mesure que moi de réfléchir là-dessus. Nous, on parlait d'engagement et de volonté politique tout à l'heure. Nous, on a la chance d'avoir une direction de la culture et une tutelle qui favorise les bibliothèques, enfin favorise, en tout cas dans un contexte qui est le nôtre, et parfaitement engagée auprès des bibliothèques et donc et des librairies indépendantes et de la littérature en général. Donc il y a vraiment une volonté de travailler ensemble pour arriver à écrire un marché qui puisse, où il peut y avoir un lot attribué avec ces bibliothèques, moi aussi j'ai faim, avec ces librairies indépendantes. C'est une maigre réponse, mais je peux tout à fait vous transmettre. Désolée pour... S'il n'y a pas d'autres questions, alors j'ai bien conscience que là on ouvre plus de questions qu'on n'y répond, mais ouvrir un sujet c'est une premier pas vers les réponses. Et je me souviens plus, mais peut-être que tu t'en souviendras, Benoît ou Geoffroy. Il y a en fait le nombre de maisons d'édition qui ne sont plus indépendantes, et c'est incroyable. Il y a des outils pour en prendre conscience qui ont été faits avec les cartes, qui possède quoi, ou l'association pour l'écologie du livre a fait aussi ses immeubles et ses maisons. Mais lors de la journée professionnelle qu'il y avait eu en janvier à la BPI, il y avait un autre outil qui avait été mentionné, et c'est un petit scanner qui vous dit qu'est-ce que c'est. Alors des fois quand vous êtes là et que vous n'avez pas le temps de récupérer votre carte, de chercher, et que vous savez ce livre et que vous disiez mais cette maison elle est indépendante ou pas, et du coup Benoît c'est WHO ISBN, pardonnez l'accent à couper au couteau. WHO comme WHO comme key, et ISBN comme International Standard Book Number. En fait, c'est une application ainsi qu'un site internet. C'est une application qui est que sur Android. Par contre, je crois pas qu'elle a encore été développée pour iOS. Ah, on me dit si. Des gens disent si.
Bon, bah, si c'est le cas, très bien. Mais en fait, vous scannez l'ISBN ou vous le rentrez sur l'application et ça vous dit l'allégeance de la maison d'édition, soit au grand prêtre Bolloré ou à d'autres. Mais ça permet quand même d'y voir plus clair assez aisément. Oui, c'est open source, si c'est ça la question. Et alors, qui est à l'origine? Et en plus, ça serait bien de les créditer parce qu'ils font du bon boulot. Éminent. Donc voilà, l'idée, c'est pas forcément de dire il faut acheter que de l'indépendant ou pas du tout de l'indépendant, mais en tout cas de savoir ce qu'on achète. Et cette petite application, malgré tout, vous fera gagner du temps. Voilà, donc ISBN à noter dans vos plaquettes. Geoffroy, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je me posais une question sur, peut-être que vous le faites déjà à l'agence unique, et dans ce cas-là, la question n'a pas de sens, mais on finance et on co-organise avec Page des libraires, je sais à Paris, des journées de présentation en fait, des catalogues des maisons d'édition aux bibliothèques et aux libraires. Et je me demandais si ça existait en région des journées ou des demi-journées qui permettraient aux plus petites maisons d'édition indépendantes de la région de venir présenter leur catalogue, leurs nouveautés, voire accompagnés d'auteurs auprès des bibliothèques et des libraires. Parce que c'est un bon moyen. Alors, il y a bien sûr plein de moyens numériques de se faire connaître, mais c'est aussi bien d'avoir encore une présence, même si je vous dis tout ça en visio, mais d'avoir une présence sur place pour présenter ces catalogues. Mais c'est peut-être déjà le cas. On a fait ça pendant longtemps, et surtout avant la fusion des deux régions, parce que bon, voilà, l'Occitanie, c'est quand même très grand, et organiser des temps en présentiel, et bah, ça demande du temps aux bibliothécaires, mais aussi aux éditeurs. Et aujourd'hui, pour les éditeurs, c'est vraiment compliqué de se déplacer dans ce cadre. Du coup, ce qu'on avait mis en place en 2021, au sortir du Covid, avec une dizaine des bibliothèques départementales, dont certaines sont parmi nous aujourd'hui, c'était un cycle de webinaires qui s'appelait les vendredis de l'édition. Du coup, pour ceux qui y ont participé ou qui n'y ont pas participé, sachez que vous avez une trentaine de maisons d'édition de la région qui ont ce petit webinaire d'1 heure, en gros pour découvrir la maison d'édition, la personnalité de l'éditeur ou de l'éditrice, la ligne éditoriale. Donc ça, c'est toujours en ligne sur notre site. On l'a fait pendant 3 ans, donc un vendredi par mois, et on a arrêté en 2024 parce qu'on n'avait pas vraiment l'impression que ce format trouvait preneur. Des fois, on n'avait que 10, 15 inscrits, alors qu'on est quand même beaucoup de bibliothèques dans la région. Donc c'est pour ça que dans mon petit questionnaire bilan, ou si on se croise en fin de journée, je veux bien avoir votre avis. Est-ce que ces visios seraient intéressantes à remettre en avant pour parce que peut-être il y a 4 ans, on avait moins cette présence de oui, l'édition indépendante, il faut la connaître pour savoir si on veut l'acheter ou pas, ou est-ce que vous n'avez pas le temps de toute façon et qu'il y a d'autres moyens qui seraient plus commodes, comme des envois des newsletters spéciales éditeurs, enfin voilà. Moi, je suis vraiment preneuse de voilà, moi aussi je suis centrée usager, mes usagers c'est vous. Qu'est-ce qui serait facile pour vous? Comment est-ce qu'on peut vous faciliter la vie pour que vous ayez une meilleure connaissance de cette édition indépendante? Vous y réfléchissez et vous me répondez plus tard. Merci Geoffroy de cette question. J'avais juste un dernier point, si j'ai encore 30 secondes, mais je profite de la présence de Benoît pour dire qu'il faut qu'on avance évidemment sur ce travail de qualification des petites maisons d'édition pour être au plus près des chiffres. J'ai entendu la question tout à l'heure sur quels étaient les échantillons qu'on avait retenus, et c'est vrai qu'il y a une variété de définition de l'édition indépendante, donc il faut qu'on le qualifie mieux, et je pense peut-être qu'il faut qu'on qualifie au sein de l'édition indépendante aussi des catégories. Il y a vraiment des toutes petites maisons d'édition, des petites maisons d'édition, des moyennes maisons d'édition, et là dans les 137 qu'on a pour l'Occitanie, c'est vrai que moi j'ai des petites maisons que je connais pas, Papillon Rouge, Tertium, d'autres que je connais mieux, Tristram, Anacarsis, Diable Vauvert, etc. Donc on a une grande variété en fait de maisons d'édition, et peut-être qu'il faudrait qu'on aille plus loin dans une catégorisation au sein même de la petite et de la moyenne édition indépendante. Je pense que des gens comme Au Diable Vauvert, etc., ne sont pas loin du million d'euros de chiffre d'affaires. On doit être très haut, je pense, voilà. Mais ils font partie quand même de la petite et moyenne édition d'indépendante. Donc on a un travail de qualification pour avoir plus de maisons dans le panel, et peut-être avoir des sous-catégories à l'intérieur de ça pour affiner encore ce travail d'analyse. Voilà, pardon. Et je ne vous retiens pas plus avant le déjeuner. C'est complètement l'objectif, Geoffroy. Donc, on est sur la même longueur d'onde.
Tu fais quelque chose ce week-end? T'es occupé ou On a un petit festival à Paris, mais sinon après on en parle. On s'y croisera alors. Je crois que vous avez prévu de vous y croiser. Merci beaucoup Geoffroy et bon festival du livre. À demain. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir, merci Au revoir. pour l'invitation.